Alors, bonjour Anthony Passeron. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. Je suis vraiment super contente de pouvoir la réaliser. On est dans des conditions un peu différentes, mais je suis vraiment trop contente de pouvoir la faire aujourd'hui. Alors, vous participez avec votre premier roman, Les Enfants endormis, aux éditions Globe, au prix des lycéens de Sceaux 2022-2023. J'en profite pour remercier la médiathèque et la bibliothèque de Sceaux pour leur confiance. Alors, ce prix, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Mais c'est un prix qui vise à récompenser un premier roman. Donc, il y a le vôtre, Des enfants endormis aux éditions Globe. Il y a aussi La Passagère d'Amélie Dufonluc aux éditions Rivage. Tenir sa langue de Paulina Panasenko aux éditions de l'Olivier. Et enfin, En salle de Claire Baglin aux éditions de Minuit. Alors, vous participez donc avec ce livre aussi, Les enfants endormis aux éditions Globe. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques phrases de votre premier roman? Oui, merci beaucoup à vous. C'est d'abord un super honneur d'être dans ce prix des lycéens de Sceaux avec des autrices que j'apprécie beaucoup et ça participe du bonheur de ce genre d'expérience. Les enfants endormis, ça raconte l'apparition du sida dans une famille de commerçants de l'arrière-pays niçois dans les années 80, dans un petit village, et en même temps dans les institutions hospitalières françaises et américaines. Et c'est un livre qui est construit comme ça, sur cette double narration, et on suit les deux histoires, chapitre après chapitre, en alternance, comme ça, sur une vingtaine d'années. Et comment est-ce que l'idée vous est venue? On voit pas mal dans votre roman l'idée des bobines de Super 8. Est-ce que c'est en voyant ces images de Désiré, en se disant que voilà, il apparaît sur ces photos et pourtant vous en avez peu entendu parler? Et une deuxième question, comment est-ce que l'idée vous est venue de faire un récit qui est double avec cette partie sur Désiré et la partie sur la lutte contre le sida au niveau mondial? Oui, c'est vrai que les Super 8 de mon père ont été une source intéressante, pas tant en termes de quantité narrative, mais en termes de déclencheur d'écriture. Le Super 8, c'est une reconstitution, c'est un roman familial, c'est ce que cette famille voulait laisser penser d'elle, etc. Et c'est vrai qu'il y avait un oncle manquant, si j'ose dire, parce qu'il était mort trop jeune, et que même sur ces Super 8, même s'il est mort jeune, on voit bien il est pas comme les autres frères de la famille. On voit bien qu'il est différent dans sa tenue vestimentaire, dans son implication dans la famille, etc. Et comme la famille n'en a jamais parlé et que j'avais que ces images-là, c'est d'abord ces images-là que j'ai interrogées avant d'essayer de mener une enquête sur ce qu'avait été sa vie. Et c'est pour ça que l'archive familiale est vraiment une source importante. Et c'est notamment du fait que la source familiale et l'histoire familiale est lacunaire que je suis aussi allé chercher dans une histoire collective, une histoire scientifique qui me semblait important de mettre en regard de cette histoire intime, parce que je voulais raconter la solitude d'une famille, la honte d'une famille, et il me semblait important pour que le lecteur la comprenne au maximum, que on se souvienne aussi dans quelles conditions de solitude et presque de mépris ont travaillé les premiers médecins qui se sont intéressés à ce qu'on allait appeler le sida. Et c'est de là que ça vient. Et c'est cette double narration cette idée, en tout cas de la double narration, qui a rendu possible le début du commencement d'écriture de ce qui était à l'époque un manuscrit. Et du coup, le projet, il a duré combien de temps? À partir de ce premier déclenchement, de ce manuscrit, jusqu'à la réussite de la publication de ce livre? Alors, il a commencé un matin de janvier ou février 2016, je crois. Et après, je suis rentré dans une longue phase d'écriture qui a été assez hachée finalement parce que quand on écrit un premier roman, on ne sait pas si ça va aboutir. Donc, on a des moments d'espoir comme ça où on se met à écrire presque frénétiquement. Et puis, pendant 2 ou 3 mois, on peut s'arrêter. Et parfois, on se dit que c'est la peine de reprendre. Parfois, on a envie de tout abandonner. Donc, il a fallu environ 5 ans d'écriture et les éditions Globe ont accepté le manuscrit au tout début du confinement en 2020. Et on a sorti le roman en août 2022 parce qu'il fallait que Globe se lance aussi en littérature française, puisque c'est le premier texte de Globe en littérature française. Donc, ça demandait du temps aussi à la maison de mettre en place cette nouvelle collection. Et moi, ça m'a permis de vraiment affiner mes recherches et de travailler dans une autre dynamique, qui était cette fois la dynamique de la publication, de se dire, il faut que ce texte soit le plus précis possible, j'avais un besoin d'efficacité et surtout l'accompagnement de l'éditeur qui explique à son futur primo-romancier que un premier roman, c'est un peu une carte de visite. C'est une chance qui est donnée d'entrer en littérature et qu'il faut essayer de la saisir dans toutes ses dimensions. Donc là-dessus, ils ont été ouais, d'une grande aide.
Et dans ce prix des lycéens, alors évidemment, c'est ici un livre qui va être lu par des lycéennes et par des lycéens. En quoi est-ce que c'est important que ce livre aussi, et en plus avec un sujet qui est extrêmement important et qui doit être connu par les lycéennes et par les lycéens, en quoi c'est important que ce soit lu, ce livre aussi, par ce public? D'abord parce que mon métier, c'est enseignant et que toute ma vie, j'ai parlé à des lycéens, en l'occurrence des lycéens professionnels. Et parmi les choses que j'ai essayé de leur faire passer, en plus de des connaissances strictement contenues de manière parfois très vague dans les documents officiels, j'avais envie de leur donner une culture générale, une envie de lire et une connaissance du monde contemporain pour leur donner les meilleures armes pour faire leur vie au sens large du terme, même si ça peut paraître un peu présomptueux. Et parfois, dans des discussions un peu annexes ou des élèves qui venaient me poser des questions, j'ai bien vu que la question de la santé sexuelle était le parent pauvre de l'éducation nationale par manque de temps, par manque de moyens, parce que parfois les professeurs qui voudraient s'en charger ne trouvent pas les mots ou ne sont pas aidés par leurs collègues, etc. Donc c'est vrai que ça me touche d'autant plus que ce livre qui vient à la fois apporter une dimension historique, géographique, sociale à cette pandémie et qui est aussi là qui peut être à la fois un support d'écriture en français, un support de géographie, d'histoire, et en même temps un support d'éducation à la santé sexuelle, ou en tout cas pour introduire ces questions-là auprès des élèves. C'est vraiment un honneur qui m'est fait. Et à chaque fois que je rencontre des élèves, je vois bien qu'ils ont pas le même rapport à cette histoire que moi, parce que je commence à être d'une autre génération. Enfin, pas seulement commencer d'ailleurs, je suis clairement d'une autre génération maintenant. Il faut que je le reconnaisse. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion d'aborder des thèmes auxquels ils sont confrontés de toute façon. La sexualité, la toxicomanie, c'est pas des choses, c'est pas situé dans l'angle mort de la vie de chacun. C'est des choses qui font partie de nos vies, soit personnellement, soit dans notre entourage, etc. Et que je suis très content que ce livre vienne donner des éléments de référence pour leur permettre, sans leur donner de conseils en particulier, juste leur donner une histoire collective pour leur permettre de penser ces questions-là. Et c'est des questions auxquelles vous avez été confronté quand vous étiez lycéen? Oui, j'ai de très bons exemples. Oui, moi je me souviens que les profs refusaient de faire de la prévention parce qu'ils disaient que on allait ricaner et dire des bêtises, comme si un élève qui ricane n'apprend rien, comme si et je me souviens de ces cours qui étaient bâclés parce qu'on n'était finalement pas digne à cause de nos plaisanteries, mais je me souviens aussi on aurait voulu en savoir davantage. Je me souviens aussi des premières fois qu'avec mes camarades au village, on a fait des bombes à eau avec des préservatifs. Et c'était souvent ce qu'on nous disait. On nous disait, oh, vous n'avez pas besoin de préservatifs, vous allez vous en servir pour faire des bombes à eau. Mais que je ne le dis pas par plaisanterie, que la bombe à eau est une découverte du préservatif qui est pas moins digne qu'une autre et que découvrir un objet dans sa solidité, dans sa confection, etc., c'est pas dramatique. Et c'est vrai que parfois, bon, j'essaye de garder ma colère pour moi, un peu comme le personnage de mon père dans le livre, mais j'ai beaucoup de colère à l'endroit de l'institution qui, pour des raisons toujours bêtement matérielles et qui me semble, au regard de la gravité de ce qu'a été cette maladie, qui me semble toujours pas au rendez-vous des enjeux. Et c'est vrai que justement, bah, ce livre, c'est une manière de rentrer dans les lycées avec un contenu différent et de enlever ma casquette de prof pour mettre celle d'auteur. Et du coup, c'est vrai que je suis plus tenu aux mêmes obligations et je suis à la disponibilité des élèves. Et parfois, il y en a qui posent des questions très pertinentes à ce sujet-là, qu'ils auraient peut-être pas osé poser à leur prof parce que le rapport à l'auteur est différent. Donc, je participe de plus en plus à des actions de sensibilisation et notamment à les collèges-lycées. Donc, j'en suis très heureux. Et donc, on va remonter un peu en arrière dans le temps pour poser des questions sur votre parcours en tant que lycéen, parce que c'est un prix qui est destiné aux lycéennes et aux lycéens. Est-ce que vous étiez un grand lecteur au lycée? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous lisiez? Du théâtre, de la poésie, de la fiction? J'ai vraiment pas été un grand lecteur, mais par contre, j'ai croisé des enseignants qui ont à la fois respecté mon refus de lire, mais qui l'ont respecté d'une manière très particulière, qui ont réussi à me faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose pour moi dans les livres, et quand bien même je ne le lisais pas maintenant, un jour j'y trouverai quelque chose. Et c'est vrai que j'ai longtemps lu par obligation scolaire, et donc pas beaucoup de plaisir, et comme beaucoup de lycéens, pour la littérature, c'était la littérature classique, et la littérature contemporaine n'existait pas, surtout à mon époque. Aujourd'hui, on étudie Lagarce, des choses comme ça, mais c'était pas du tout le cas à mon époque. Et c'est quelque chose dont je suis passé à côté. Et j'ai beaucoup lu pour préparer les concours d'enseignement, encore plutôt des classiques, etc. Et j'ai
j'ai redécouvert la littérature contemporaine, d'abord parce qu'une librairie est ouverte en bas de chez moi. Ça peut paraître très anecdotique, mais passer devant la vitrine d'une librairie tous les jours, ça change son quotidien. Et on s'arrête sur des titres, on regarde des vitrines qui semblent nous appeler comme ça. Et le succès d'écrivains contemporains comme Édouard Louis, etc., m'ont amené à ouvrir des livres que j'aurais pas ouverts autrement. Et c'est comme ça que je suis revenu à la possibilité d'écrire. Mais je suis un auteur qui doit beaucoup aux lycéens pour une raison très simple, c'est que j'avais essayé de faire éditer des poèmes, un recueil de poèmes, et il avait été refusé de partout, absolument de partout. Je peux le certifier. J'ai gardé les lettres de refus des maisons d'édition. Et un jour, une maison d'édition lycéenne, dans le cadre d'un projet d'un lycée à Poitiers, cherchait des textes. Et je pensais que ces poèmes pouvaient plaire à des lycéens, et je leur ai envoyé. Et du coup, ils ont publié ces poèmes pendant un an ou deux en ligne. Et c'était leur projet de fin d'études, en fait. Et à l'occasion de cette publication, ils m'ont parlé comme un auteur de leur catalogue, puisqu'ils étaient en train d'apprendre à éditer des livres, etc. Et c'est eux qui m'ont fait prendre conscience que tout n'était pas perdu, que j'avais peut-être encore des lecteurs à trouver quelque part. Et je pense pas que j'aurais recommencé à écrire autre chose que de la poésie en plus et que je me serais mis à l'écriture des enfants endormis s'il n'y avait pas eu cette expérience-là. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à écrire ou est-ce que c'était plutôt au lycée ou? J'ai toujours un peu écrit depuis le collège, lycée, sur des cahiers, des choses comme ça, de manière très épisodique. Et à partir de mon expérience d'enseignant en Seine-Saint-Denis, elle a impliqué un déracinement parce que je suis un professeur niçois et je me suis retrouvé dans un département passionnant et à la fois que je connaissais pas du tout, donc beaucoup de solitude. Et c'est là que je me suis tourné vers Internet, tout simplement, et que j'ai écrit partout où je pouvais, sur des blogs, etc. Et que c'est là aussi que mon rapport à l'écriture est devenu un rapport autobiographique du quotidien, etc. Et c'est vrai que on en parlait avec Paulina Panasenko l'autre fois à Sceaux, justement, on disait ça, que il s'agit pas d'écrire des livres, mais d'écrire tout court, et que on écrivait avant d'écrire notre premier roman, on écrira après, et que tout notre travail d'écriture ne sera pas forcément dans les livres, il sera aussi ailleurs. Peut-être parce qu'on aura d'autres projets, peut-être parce que certains projets de nos romans seront tout simplement refusés et qu'il faudra leur donner vie autrement. Donc c'est vrai que c'est une part de notre écriture, le livre, mais c'est pas la seule. Mais en tout cas, ça fait partie quand même d'un aboutissement dans une étape d'écriture. La publication d'un premier roman, c'est quand même un moment particulier dans lequel, bah, justement, grâce à des interviews comme celle qu'on est en train de faire, ça oblige à interroger sa démarche, son travail, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on n'a pas voulu faire. Donc c'est vrai que depuis que je défends les enfants endormis, je me rends compte que je suis en train de forger ce que j'aimerais être, ma ligne d'écriture dans les années à venir. Et vous disiez que certains professeurs vont accepter ce choix, par exemple, de ne pas le lire dès le début. Et comment ça s'est passé, ce passage du statut de professeur au statut d'écrivain? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont contribué à vous orienter vers le milieu littéraire? Comment ça s'est passé, cette orientation vers la profession d'écrivain? C'est vrai que j'aimais bien écrire, j'écrivais des choses que je faisais lire à mes amis et dans mon entourage, il y a des gens qui ont commencé à me dire tu devrais l'envoyer à des éditeurs et c'est vrai que on n'a pas tous grandi dans des milieux. Moi, je viens vraiment de la classe moyenne, la plus standard, hein. Je vais pas m'inventer une vie à la Germinale que j'ai pas du tout eue. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le milieu dans lequel j'ai grandi, il n'est pas question de publier des livres. C'est pas du tout quelque chose dans lequel on se projette. Et c'est vrai que je n'y avais jamais pensé jusqu'à l'âge de 30 ans. J'écrivais à partir de la vingtaine régulièrement, mais je me suis jamais dit que c'était possible ou même que ça pouvait servir à quelque chose. Et c'est dans l'entourage qu'on a commencé à me dire, mais tu sais, c'est vachement bien, tu devrais l'envoyer, c'est intéressant, etc. Et c'est mon entourage qui m'a poussé. Et c'est vrai que de la même manière qu'aujourd'hui, mon statut d'auteur est défendu par des libraires, par une maison d'édition, par des lecteurs, c'est les autres qui disent qui vous êtes. Je fais pas partie des gens qui ont la capacité de se définir eux-mêmes. Donc, c'est vrai que c'est d'abord mon entourage, d'abord amical, qui m'a projeté dans cette potentialité-là. Et aujourd'hui, c'est les rencontres que je fais, c'est la manière dont on m'accueille en librairie pour présenter un livre qui fait qu'on décide que je suis un auteur. Mais je me lève pas tous les matins en me disant que je suis un auteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que quand bien même l'écriture est très solitaire, le statut d'auteur est vraiment forgé par toute une communauté autour de vous.
Et cette communauté, alors on peut la ressentir dans votre premier roman, est-ce qu'il y a des sources peut-être d'inspiration qui se retrouvent ici dans Les Enfants endormis? Ça peut être des auteurs, même contemporains. Oui, il y a des auteurs, c'est très particulier il y a des auteurs qui rendent des choses possibles, c'est-à-dire que j'aime tout un tas d'auteurs de manière très très large, dans des styles très différents, mais il y a des auteurs, on parlait d'Édouard Louis tout à l'heure, il y a des auteurs qui referment pas la porte derrière eux, c'est quand vous lisez, quand vous les lisez, ils vous donnent l'impression que vous avez vous aussi des choses à dire. Et autant il y a des auteurs brillantissimes que quand vous lisez leurs textes, vous vous dites pas, bah, je vais me mettre à écrire. Et il y en a d'autres, pourtant, ils sont de très grande qualité aussi, mais ils vous font dire que vous aussi, votre expérience de vie peut être partagée. Je pense à Édouard Louis et notamment à Constance Debré, dont les deux derniers livres m'ont beaucoup marqué dans le choix qui sous-tend son écriture. À chaque fois que je lis ses textes, je me dis aussi que j'ai des choses à dire qui sont très différentes d'elle, mais il y a comme j'arrive à y voir une sorte de pas de méthode, mais une sorte de ouais de manuel d'écriture clé en main comme ça. Et j'arrive pas à expliquer ça. Et un autre texte qui m'a beaucoup marqué, c'est La douleur de Duras, dans lequel elle raconte l'occupation. Et, et c'est vrai que c'est un texte magnifique qui m'a donné envie d'écrire. Mais ça se limite, c'est pas mes seules lectures, mais si vraiment il y a des choses qui m'ont fait rentrer en écriture. Mais c'est vrai que parfois quand je lis mes camarades, j'ai beaucoup aimé les lectures que j'ai faites cette année. J'ai beaucoup lu de Primo parce qu'on est quand même une équipe de primo-romanciers qui se croisent souvent et Claire, Amélie et Paulina en font partie avec d'autres, Diati Diallo, Maria Larrea, etc. Et c'est vrai que quand je les lis, souvent j'ai envie de poser le livre et de me mettre à l'écriture de mon deuxième roman. Je sais pas comment dire ça m'a fait ça avec le livre de Paulina, c'était bizarre. Alors que le projet du deuxième roman n'a rien à voir avec tenir sa langue. Mais je sais pas, ils me mettent dans une ambiance et j'ai envie de les accompagner longtemps et je sais pas. C'est vraiment en les lisant que je réfléchis aussi à mon écriture et donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de collectif. Donc il y a déjà un projet de deuxième roman qui est, qui Yes. est... Ah, génial. Et est-ce qu'il y a une rencontre dans le milieu littéraire qui vous a marqué, peut-être récemment, justement, parmi Ah, ces j'ai futurs eu la écrivains? chance d'en faire. Ouais, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup. J'ai rencontré Alain Mabancou à la grande librairie et puis on s'est recroisés très souvent en festival. Et quand on est un primo, on se dit bon, il se rappelle plus de nous. C'est des gens qui voient tellement de monde. Et en fait, il y a des auteurs très confirmés comme ça qui ont ce souci. Je pense à Brigitte Giraud. Je vais forcément en oublier, mais qui savent, qui sont aussi eux aussi passés par là, d'être un primo romancier dans un festival qui sait pas très bien ce qu'il fait là, etc. Et ces auteurs confirmés, ils ont toujours le souci de venir nous voir et de nous dire qu'ils sont contents de nous voir et de voir notre parcours, que ça leur rappelle le leur, etc. Donc c'est super chaleureux. Et c'est vrai qu'aussi les primos, c'est particulier parce que on est content de se retrouver. Les primos que j'ai cités tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est un peu comme, je pense que ça restera comme une promotion de fac, c'est-à-dire qu'on aura fait notre première année ensemble, quoi qu'il arrive. Et sans doute que nos écritures seront différentes. Certains continueront, d'autres pas. On sortira pas forcément nos deuxièmes romans la même année. Donc, mais souvent on dit ça pour plaisanter. On se dit que j'aimerais bien encore les revoir dans les festivals, etc. Donc, des fois, pour plaisanter, on se dit, mais vous voulez pas qu'on s'attende pour publier le deuxième? Au moins, on refait une tournée ensemble parce que sinon, ils vont trop me manquer, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de... En tout cas, moi, je le vis dans une forme d'affectif assez fort parce que c'est tout nouveau pour nous et que bah, évidemment, on crée des relations et on a à cœur d'y mettre de l'humain, tout simplement. Et c'est vrai que c'est une chouette aventure à partager. Et vous avez dû discuter, du coup, on parlait de Claire Baglin, de Paulina Palacenko, d'Amélie Fonlu. Vous avez pu discuter justement de cette expérience, de la publication d'un premier roman. Si vous aviez un conseil à donner à un lycéen, une lycéenne qui voudrait se lancer dans l'écriture. Ah ouais, alors c'est très difficile, mais et surtout, mon conseil, il vaut ce qu'il vaut. Il a été très utile pour moi. Il sera pas à prendre pour tout le monde, mais c'est vraiment d'aller chercher en soi ce qui nous semble le plus, comment dire, le plus à fleur de peau, le plus, je voulais utiliser un mot euh, presque écorché, quoi. Au fond, nous, on a tous un sujet dont on a envie de parler plus que d'autres. Un peu comme ce vieil oncle qui rabâche toujours les mêmes choses à table et on sent que c'est son sujet à lui ou cet ami écologiste. Bon, en plus, en ce moment, les conditions objectives du monde tendent à lui donner raison, mais je veux dire, il parle toujours de ça, etc. Et, euh, et on a tous un thème en nous comme ça.
quelque chose dont on voudrait parler et qu'on n'a pas toujours, on trouve pas toujours les oreilles pour nous écouter, pas aussi longtemps, pas dans le détail, etc. Je pense que c'est important de choisir ce genre de thème-là qui nous tient à cœur parce qu'on va s'engager sur une écriture qui va souvent durer des mois et ça fait partie des moteurs qui vont faire qu'on va aller au bout de l'écriture du manuscrit. Mais en tout Voilà, cas, c'est je vous mon remercie. Je non, pense mais c'est que un conseil parmi d'autres, hein, mais non, mais voilà. un grand, grand merci encore une fois Bah, c'est pour moi, cette merci à interview. vous. Merci C'était infiniment. vraiment un grand bonheur. Et je rappelle le titre de votre livre, Les enfants endormis, aux éditions Globe. Je pense que les élèves vont voter d'ici une semaine. Donc Très bien. voilà, en tout cas, un grand, grand merci. Et Merci à merci vous, encore Laurent. à la bibliothèque de Sceaux, à la médiathèque de Ouais, Sceaux. Et, saluez bien de ma part. et vraiment, lisez absolument, je dis ça à tout le monde qui regardera cette interview, lisez absolument ce livre-là, il est absolument essentiel et il est magnifique. Donc, Ouais, c'est en tout trop cas, gentil. merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.